Hello et bienvenue sur Zenly Organized. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne particulièrement et qui, je crois, peut réellement transformer ta façon de te comprendre et t'organiser, c'est-à-dire le Human Design. Si tu es en train de découvrir cet outil, que tu te demandes ce que c'est, à quoi ça sert, ce que signifie tout le jargon qui est employé et aussi comment tu peux l'utiliser au quotidien, eh bien cette vidéo, elle est pour toi. Je vais répondre à 8 des questions qu'on me pose le plus souvent sur le Human Design et qui vont te permettre de mieux comprendre cet outil et de commencer à l'utiliser pour changer ta vie, apprendre à mieux te connaître et mieux t'organiser aussi. Avant qu'on plonge dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et de laisser un commentaire ou un avis si tu l'écoutes sur une plateforme de podcast. Comme ça aide le podcast à se faire connaître et ça me fait toujours plaisir de vous lire. Qu'est-ce que c'est le Human Design? C'est la question de base, donc c'est normal, on va commencer par expliquer ce qu'est cet outil dans cette vidéo pour que tu puisses comprendre par la suite tout ce que je vais t'expliquer. Donc le Human Design ou Design humain en français, je vais utiliser un peu des deux, je tends à dire plus Human Design en anglais, mais voilà, c'est la même chose. Donc c'est un outil de connaissance de soi qui a été créé par le Québécois Robert Krakauer, aussi connu sous le nom de Ra-Uru-U. J'espère que je prononce ce nom correctement. Donc, il a créé cet outil en 1987 lors d'une expérience qu'il qualifie de transcendantale, au cours de laquelle il a, durant plusieurs jours, téléchargé toutes les informations contenues dans le Human Design. Donc, qu'on croit ou non à cette théorie de la création du Human Design, c'est personnel, mais tu vas voir, c'est un outil qui, malgré cette origine un peu woo-woo, un peu perchée, eh bien, ça a vraiment des applications concrètes, fascinantes et hyper puissante. Donc, ne te laisse pas arrêter par l'origine de cet outil. Essaie de le tester par toi-même, vois s'il te convient ou pas. Donc, concrètement, le Human Design, c'est, comme je te le disais, un outil de connaissance de soi hyper puissant qui se base sur 4 systèmes traditionnels et dits ésotériques, ainsi que sur la science moderne. Donc, on va y retrouver les chakras, l'astrologie, l'I Ching chinois, l'arbre de vie de la Kabbale et la physique quantique. Donc, toutes ces informations, elles sont rassemblées sur une charte ou un schéma corporel appelé Body Graph en anglais, qui est propre à chaque personne, car ces informations se combinent de manière différente selon la date, l'heure et le lieu de naissance de chacun. Une différence hyper importante du Human Design par rapport à d'autres outils de connaissance de soi, c'est qu'il ne s'agit pas d'un outil théorique. Il faut expérimenter les informations qui se trouvent dans ton design et les mettre en pratique pour bien les comprendre, les incarner et voir les résultats. D'ailleurs, c'est une des choses qui m'a attiré le plus dans cet outil, c'est qu'il y a énormément de pistes pratiques et concrètes pour t'aider à vivre de façon plus alignée à qui tu es. Donc, je t'encourage absolument à tester les informations que tu vas trouver dans ton Human Design, ne pas juste croire tout ce que tu peux lire sur Internet et tout, mais vraiment les mettre en pratique, les tester et voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et si tu te sens, ben voilà, plus aligné, plus authentique grâce à cela. Maintenant, voyons à quoi ça sert concrètement le Human Design. Alors, disclaimer, il y a tellement de choses que tu peux découvrir grâce à ton Human Design, donc ici, je ne peux même pas te faire une liste exhaustive parce que c'est tellement complet comme outil, mais je vais t'expliquer quelles sont les façons les plus faciles et les plus utiles d'utiliser les informations qui sont contenues dans ton Human Design. Donc le Human Design te permet de mieux comprendre comment tu fonctionnes naturellement, où ton énergie est stable, innée, où est-ce que tu es plus influençable par l'énergie des autres, l'énergie de ton environnement, comment prendre des décisions alignées avec ton énergie. C'est un outil qui nous permet de sortir des conditionnements qui nous empêchent d'être nous-mêmes de façon complètement authentique et donc de vivre plus sereinement, plus authentiquement, de manière plus alignée, en respectant notre énergie, nos besoins et notre fonctionnement naturel. Voici donc une liste non exhaustive de tout ce que tu peux apprendre grâce à ton Human Design. Donc déjà de 1, la meilleure façon d'utiliser ton énergie pour être plus productive sans t'épuiser, parce que c'est ça la clé. Comment aussi savoir si tu es aligné ou non à n'importe quel moment, à l'instant T, seulement en te reconnectant aux sensations dans ton corps. Aussi, hyper important, comment déterminer si une décision est bonne ou non, si elle est alignée, si c'est ce que tu désires réellement faire, et donc arrêter de toujours overthink, de repenser, suranalyser tes décisions et juste faire confiance en tes décisions parce qu'elles viennent de ton corps, elles viennent de toi et non de tes doutes, de tes peurs, de l'opinion des autres, etc. Ça te permet aussi de savoir quelle est ta mission de vie, quels sont tes dons, quelles sont aussi tes limites, quel est le meilleur environnement pour vivre et travailler, quelle est ta façon d'apprendre et de digérer l'information,
quelle est aussi la meilleure manière de manifester, de te fixer des objectifs, si ta motivation elle est constante ou plutôt fluctuante et quelle est la meilleure façon aussi pour toi de rester motivé. Comme je te disais, le Human Design te permet aussi de voir quels sont tes conditionnements les plus forts et comment t'en défaire, ce qui est hyper pratique, hyper utile comme information. Si tu es une personne qui fonctionne bien avec une routine et tellement d'autres choses, mais voilà, ça c'est une liste, comme je disais, non exhaustive. Déjà en sachant tout cela, c'est une mine d'informations qui va te permettre de te reconnecter à toi-même et de fonctionner de manière plus alignée. Donc pour moi, le Human Design, c'est un outil qui nous permet de nous libérer des il faut, des je dois, des je suis comme ci ou je suis comme ça, mais qui ne viennent pas de nous, qui viennent de ce que les autres nous ont dit que nous étions, et donc qui te permettent de te ramener à ta vraie nature profonde, à te reconnecter à toi-même. Il ne s'agit pas de changer qui tu es, mais plutôt de retrouver qui tu es au plus profond. Et si tu as envie de commencer dès maintenant ton exploration de ton Human Design, je t'invite à télécharger le workbook gratuit que j'ai créé juste pour ça, pour te permettre de découvrir ton type énergétique qui est la base de ton Human Design. Je vais te mettre le lien, comme d'habitude, dans la description de l'épisode. Maintenant qu'on sait ce qu'est le Human Design, à quoi ça sert, eh bien, voyons comment on peut générer sa charte pour commencer à découvrir son propre Human Design. Bonne nouvelle, c'est hyper simple. Donc, pour générer ta charte de Human Design, tu vas avoir besoin de ta date de naissance, de ton lieu de naissance et de ton heure de naissance. Et tu vas devoir aller entrer toutes ces informations dans un site qui calcule les chartes de Human Design, qui sont aussi appelées Bodygraph en anglais. Je vais te mettre dans la description de l'épisode les liens vers les différents sites pour générer ta charte. Il y en a qui sont en anglais et en français, donc comme ça, tu pourras choisir celui qui te convient le plus. Comme je te l'ai dit, pour générer ta charte, c'est hyper important de connaître non seulement ta date et ton lieu de naissance, mais aussi ton heure de naissance de manière précise parce que même quelques minutes peuvent faire une différence dans ta charte. Donc si tu ne connais pas ton heure de naissance précise, eh bien déjà, bien sûr, demande à ta mère. Parce que généralement, les mères, elles le savent. Sinon, si ta mère ne le sait pas ou malheureusement tu ne peux pas lui demander, eh bien tu peux essayer de voir si tu as des documents officiels sur lesquels ton heure de naissance est indiquée. Donc par exemple, ton certificat de naissance, un dossier médical, les archives publiques dont là il y a un nom spécifique qui m'échappe mais qui s'occupe justement d'enregistrer les naissances, les décès, etc. Donc tu peux aller voir dans ces documents pour voir si tu as ton heure de naissance. Tu peux aussi demander à d'autres membres de ta famille, par exemple, comme je disais, si ta mère ne s'en rappelle pas ou que tu ne peux pas lui demander, eh bien, voir si, par exemple, si tu as des grands frères ou des grandes sœurs qui étaient assez conscients au moment de ta naissance, bien sûr, pour savoir plus ou moins à quelle heure tu es né, ou d'autres membres de la famille, ben, ton père, par exemple, ou des oncles, des tantes, les grands-parents, bref, quelqu'un qui pourrait savoir plus ou moins à quelle heure tu es né. Sinon, il y a une méthode un petit peu plus wouhou, un peu plus perchée, mais il y a certains astrologues qui se spécialisent là-dedans, donc qui peuvent estimer de manière plus ou moins précise ton heure de naissance en utilisant tes traits de personnalité, des événements de vie importants pour déterminer justement l'heure de naissance le plus précis possible par rapport à ces données. Donc voilà, c'est un peu les options disponibles pour connaître ton heure de naissance. Et sinon, eh bien, une personne qui a des bonnes connaissances en Human Design, qui te connaît assez, peut aussi aider, voir par rapport à ton profil, à ton soleil par exemple, à ton type, etc. Voir si les différents profils selon les différentes heures qui sont possibles, ben, quel profil correspondrait le plus. Mais voilà, garde en tête que si tu n'as pas une heure de naissance précise, toutes les informations de ta charte vont être à prendre avec des pincettes. Donc, une fois que tu as ces informations et tu n'as qu'à aller sur un des nombreux sites disponibles pour générer ta charte, je te rappelle que je vais te mettre les liens dans la description de l'épisode. Mais voilà, je vais te montrer rapidement à quoi ça ressemble pour que tu saches comment faire pas à pas. Comme tu peux le voir, il suffit de cliquer sur demander votre charte et ensuite d'insérer les informations dont on a parlé tout à l'heure, donc la date de naissance, l'heure de naissance, le lieu de naissance. Et voilà, la carte est générée. Bien sûr, obtenir ta charte, c'est la première étape de la découverte de ton Human Design, mais rappelle-toi, l'essentiel, c'est ce que tu fais avec ces informations par la suite. Et crois-moi, c'est incroyable les informations que tu vas obtenir grâce à cet outil, mais la magie, elle s'opère quand tu les appliques, quand tu les mets en pratique, quand tu les incarnes. Donc, je t'invite à pousser ton exploration de ton Human Design au-delà de seulement la partie théorique, mais vraiment de la mettre en pratique. Ok, on vient de voir comment générer notre charte et peut-être qu'en la générant, tu as eu un peu un
coup de panique en voyant le schéma, à quoi ça ressemble et avec toutes les informations qu'il y a parce qu'il y a des formes géométriques, il y a des lignes, il y a des symboles, il y a des couleurs et donc tu te demandes peut-être, ok, mais ça veut dire quoi tout ça? Et là, c'est généralement la panique quand on découvre notre body graph et on se dit, ok, mais moi, je sais rien. Qu'est-ce que je fais avec toutes ces informations? Donc, pas de panique, c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais t'expliquer que signifient les différentes informations, les différentes formes, etc. qu'on trouve sur ton body graph pour que tu puisses commencer à explorer ton human design. Ok, donc pour t'expliquer les différents éléments que tu vas retrouver sur ta charte de Human Design, on va passer sur un des sites qui te permet de générer ta charte. Donc, je te rappelle que si tu ne sais pas comment générer ta carte, je t'ai fait une vidéo juste là-dessus ici, ou si tu regardes le vidéo en entier, eh bien, c'était juste la section avant. Donc voilà, il y a plusieurs sites où tu peux générer ta charte de Human Design. Je voulais aussi te montrer celui en français, mais je sais pas, il y avait un bug là quand je voulais faire la vidéo et la charte ne se générait pas. Donc voilà, je vais te montrer avec le site que moi j'utilise le plus souvent. Il est en anglais, mais le nom des informations sont assez similaires entre l'anglais et le français, donc ça devrait pas trop poser problème. Donc voilà, sur à peu près tous les sites pour générer ta charte. D'ailleurs, je vais te remettre les liens en description, juste au cas où tu ne saches pas quel site tu peux utiliser. Eh bien, les informations sont à peu près les mêmes. Elles sont pas toujours au même endroit, mais c'est assez facile de les retrouver. Donc, on va commencer toujours par voir l'encadré. Donc, ici sur le site mybodygraph.com, il faut aller sur Properties, propriétés, pour voir l'encadré principal qui va te donner les informations de base sur ton Human Design. Donc, on va avoir généralement ici ton type. Donc, ton type, c'est la famille énergétique à laquelle tu appartiens et qui détermine la quantité d'énergie que tu as et comment il se manifeste et se déploie dans la pratique. Il y a 5 types en Human Design. Donc moi, par exemple, ici, ça c'est ma charte, je suis générateur, donc tu peux être soit générateur, manifesteur, projecteur ou réflecteur. Je vais te faire un épisode complet sur chacun de ces types, donc ici, je vais pas rentrer dans les détails parce que je veux vraiment juste te montrer où trouver toutes les informations de ton body graph et qu'est-ce qu'elles signifient de manière générale, mais voilà, par la suite, tu vas retrouver des épisodes spécifiques sur chacun de ces éléments sur la chaîne. Ensuite, généralement, sous ou tout près de ton type, tu vas avoir ce qu'on appelle la signature, ton non-soi, ou en anglais ton not self theme, et ta stratégie. Alors, ces 3 informations, elles sont liées à ton type énergétique. Donc, chaque type énergétique a une stratégie, un non-soi et une signature qui sont spécifiques à ce type. Donc, ta stratégie, c'est la manière la plus alignée pour toi d'interagir avec les stimuli qui te sont présentés, que ce soit par exemple des idées, des propositions, des synchronicités, des invitations. Donc, chaque type énergétique a sa propre stratégie. Voilà, là encore, pour approfondir la stratégie de chacun des types, il y aura l'épisode sur les types que tu pourras aller voir, que je vais te mettre en lien juste ici. Le non-soi, quant à lui, c'est l'émotion qui indique que tu n'es pas aligné, que quelque chose cloche, alors que la signature, c'est le contraire, c'est l'émotion que tu ressens quand tu es aligné, que les choses sont comme elles devraient l'être pour toi, que tu vis de manière alignée à ton design. Ensuite, on va trouver ici le profil. Donc, le profil, c'est un peu comme le rôle ou le costume que tu portes dans la vie. Il va refléter ta façon d'interagir avec les autres, avec le monde et même avec toi-même aussi. Il te donne aussi des indications sur la manière dont tu explores la vie, dont tu apprends, partages et aussi trouves ton alignement. Donc ça, c'est une information hyper utile, hyper importante. Là encore, il va y avoir un épisode spécifique sur chacun des profils et il y a aussi un épisode sur comment t'organiser selon ton profil. Donc, je vais te mettre les liens vers tout ça dans la description ou juste ici, le petit i là, je sais jamais où il est. Ensuite, une autre information que tu vas trouver dans cet encadré, c'est ce qu'on appelle la définition. Donc, ta définition, elle indique la façon dont l'énergie circule entre tes centres. Donc, les centres, on va les voir juste après, mais ce sont les 9 formes géométriques qui sont juste ici. Et donc, du coup, ces centres, ben, comme tu le vois, il y a des lignes qui les relient. Et donc, nos centres, ils peuvent être reliés tous ensemble par les canaux ou ils peuvent être séparés ou former des groupes. Donc, par exemple, moi, tu vois là, il y a un groupe, ces 3 centres-là qui sont liés par des canaux. Et j'ai un deuxième groupe ici qui est lié par d'autres canaux. Donc, moi, ma définition, elle est split, elle est simple parce qu'il y a une seule séparation, j'ai 2 groupes en fait de centres qui sont séparés. Donc tu peux avoir tous tes centres qui sont reliés ou voilà, avoir 2, 3 ou 4 groupes
de centres qui sont séparés. Donc voilà, la définition, c'est intéressant à connaître parce que ça va démontrer comment ton énergie circule, si elle circule facilement, rapidement entre tes différents centres. Aussi, si tu as besoin d'autres personnes, du coup, pour venir compléter la circulation de ton énergie ou pas. Donc éventuellement, je vais te faire un épisode là-dessus parce que c'est un élément hyper intéressant de ton Human Design, mais c'est déjà quelque chose d'un peu plus approfondi. Donc dans cet épisode de base sur le Human Design, on va pas le couvrir tout de suite. Ensuite, autre information hyper importante, hyper utile en Human Design, ça va être ici ton autorité. Donc l'autorité, il y en a 7 différentes. C'est en fait l'autorité, c'est comme ton GPS interne. C'est l'outil qui te permet de prendre des décisions alignées, de savoir si quelque chose est bon pour toi ou non. Et du coup, ben, ton autorité, elle est liée à ton corps et à ton énergie, jamais à ton mental. Donc, c'est toutes les autorités, elles sont toutes en lien avec les centres ici qui sont plus en lien avec le corps. C'est le mental, donc la tête n'est jamais une autorité. Donc, moi, par exemple, mon autorité, elle est sacrale. Donc, elle provient de mon centre sacral ici qui est défini. On peut avoir une autorité splénique, donc la rate, qui est notre autorité, une autorité émotionnelle. On peut avoir une autorité du cœur, du G-Center ou autorité lunaire. Donc ça, c'est quand on est réflecteur et qu'on n'a aucun centre défini. Donc ça, c'est une autorité hyper rare. Mais j'ai déjà fait un épisode complet sur les autorités. Donc tu peux aller voir cet épisode pour en apprendre plus sur ton autorité et comment elle fonctionne et comment elle peut t'aider à prendre des décisions alignées. Ça, c'est vraiment un des éléments pour moi les plus cruciaux, les plus utiles du Human Design parce que grâce à ça, après, en fait, tu n'as plus à douter quand tu prends des décisions. C'est hyper clair, tu suis seulement ton autorité et ben, quand tu suis ton autorité, en fait, tes décisions elles sont alignées par définition. Donc ça, c'est vraiment génial. Finalement, la dernière information qu'on peut retrouver dans cet encadré, c'est ta croix d'incarnation ou Incarnation Cross en anglais. La croix d'incarnation, c'est ton chemin ou c'est ta mission de vie. Elle est formée par les 4 portes ici et c'est hyper intéressant à explorer, mais c'est un aspect beaucoup plus avancé du Human Design. Généralement, c'est un des derniers aspects qu'on analyse, qu'on voit, parce que, ben voilà, c'est beaucoup plus dans le détail et il faut qu'il y ait déjà un alignement en place pour pouvoir incarner sa mission de vie, incarner sa croix d'incarnation. Donc voilà, c'est hyper intéressant, il y en a 200, plus que 200. Donc voilà, ça c'est le genre de truc qu'on approfondit généralement dans une lecture de Human Design parce que voilà, c'est un peu plus spécifique. Mais si ça t'intéresse d'aller l'explorer, il y a un livre, je vais te mettre le lien dans la description où tu peux aller voir quelle est ta croix d'incarnation et voir comment elle s'applique dans ta vie. Une fois que tu as vu les informations ici dans l'encadré, on va passer au schéma corporel en soi, donc ce qui est un peu la partie la plus impressionnante quand on voit son Human Design pour la première fois. Donc, comme tu peux le voir ici, il y a plusieurs formes géométriques qui recouvrent cette silhouette. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les centres énergétiques. Donc ce sont 9 formes géométriques qui sont soit coloriées, comme tu peux le voir ici, différentes couleurs, ou blanches. Donc les centres énergétiques, ils proviennent du système hindouiste des chakras, sauf qu'il y en a 2 de plus par rapport au système traditionnel. Hein. Donc si tu es familier avec les chakras ici, tu vas reconnaître les chakras classiques, voilà, que tout le monde connaît. Sauf que ici, il y en a 2 de plus par rapport au système traditionnel. Donc il y a le centre G, ici, et le centre splénique ici, qui sont en plus par rapport au système traditionnel. Donc ici, chaque centre représente un thème spécifique, un aspect différent de toi. Par exemple, les émotions, ton intuition, ton énergie vitale, etc. Donc j'ai fait un épisode complet à propos de ça, donc tu pourras aller voir cet épisode pour découvrir quels sont les 9 centres de manière spécifique et comment ils se présentent chez toi. Mais voilà, donc pour que tu saches, ça c'est ce qu'on appelle les centres énergétiques. Ensuite, tu vas voir, il y a des petits numéros dans ces centres. Donc ça c'est ce qu'on appelle les portes. Il y en a 64 et elles représentent les prédispositions, les comportements, les ressources, nos points forts, nos dons, voilà, qui rendent en fait chaque individu unique. Donc ça, quand on rentre dans les portes, c'est vraiment là où on vient voir un peu plus l'individuation, la spécificité de chaque personne parce que avant ça, les autres éléments, par exemple, le type, le profil, même les centres, ben c'est plus commun. Il y a beaucoup de gens qui ont le même profil que nous, le même type que nous, les mêmes centres définis ou non définis que nous. Mais là, les portes, c'est ce qui va venir apporter vraiment la spécificité de chaque individu et c'est là que c'est hyper intéressant de plonger dans quels sont nos dons innés et comment ils s'incarnent dans la pratique. Ensuite, on a les canaux. Donc, les canaux, c'est ce que tu vas voir, ce sont les lignes, comme je disais tout à l'heure, qui relient les centres. Donc, tu peux voir, elles sont de 2 couleurs, donc soit noir ou rouge. Et du coup, elles représentent aussi les dons, les limites, les forces d'un individu. Et du coup, ben, par rapport aux portes qui forment
ce canal. Donc, tu peux voir, le canal, ils sont formés par deux portes qui sont, on dit, définies en Human Design. Donc ici, moi, par exemple, j'ai le canal 61-24 activé parce que j'ai la porte 61 et la porte 24 activées dans mon design. Par contre, tu peux voir ici, le canal 46-29, eh bien moi, je ne l'ai pas parce que j'ai que la porte 46 d'activer, mais je n'ai pas la porte 29. Donc ça ne forme pas un canal. Pour qu'un canal soit formé, il faut que les deux portes aux extrémités soient activées, soient définies. Donc, si la ligne de ton canal, elle est noire, c'est un aspect dont tu es probablement conscient parce qu'il fait partie de ce côté-ci, le côté conscient de ta personnalité. Alors que si c'est un canal en rouge, eh bien, c'est un canal, un don probablement dont tu es moins consciente, mais que souvent les autres, eux, reconnaissent en toi. Et comme tu peux le voir, ben, il y a certaines portes ou canaux qui peuvent être les deux. Donc, par exemple, moi, tu vois là, 61, ben, je l'ai autant en conscient qu'en inconscient. Donc, c'est pour ça que le canal, il est moitié rouge, moitié noir. Donc, ça aussi, c'est hyper intéressant à explorer les canaux. Ensuite, ce qu'on peut aussi voir sur notre schéma, ce sont les 4 flèches qu'il y a ici, qu'on appelle les variables en Human Design. Donc, les variables, ça, c'est un élément aussi que moi, j'adore, surtout en termes d'organisation. C'est là où on va avoir des aspects pratiques, des pistes pratiques d'amélioration qu'on peut mettre en place pour vivre de manière hyper alignée et s'organiser de manière hyper alignée à notre fonctionnement. Donc, rapidement, parce que là encore, je vais faire un épisode complet sur chaque variable, mais en gros, la flèche en haut à gauche, ici, donc, elle donne des informations sur ton type de digestion, donc que ce soit la digestion de la nourriture ou les informations. Celle en bas à droite, elle va te donner des informations par rapport à ton environnement, donc quels sont les types d'environnement qui sont alignés pour toi ou pas. La flèche en haut à droite, quant à elle, elle est par rapport à ta motivation intérieure et aussi va te donner des informations sur ta façon de réfléchir, de traiter les informations et de t'en rappeler aussi par la suite. Finalement, la flèche en bas à droite, c'est la flèche de la perspective. Donc, elle te donne des informations par rapport à ton point de vue naturel sur la vie, ton regard sur le monde et elle te donne aussi des informations sur ta manière de manifester tes désirs. D'ailleurs, je t'avais déjà fait un épisode sur cette flèche-ci par rapport à comment elle peut t'aider à atteindre tes objectifs de manière plus fluide et alignée. Donc, si ça t'intéresse, je vais aussi te mettre le lien dans la description de l'épisode. Ensuite, le dernier élément qu'on voit dans notre charte, ce sont les 2 colonnes qui sont ici de part et d'autre du schéma. Donc ça, ces 2 colonnes, tu peux les voir comme 2 moitiés de toi. Donc comme je te disais juste avant, ici, la colonne de droite, c'est ta partie consciente. Donc ça, c'est la partie généralement de ta personnalité que tu connais bien, que tu reconnais. Donc si je te parle des portes, par exemple, que tu as dans ce côté conscient, généralement, c'est des portes que les gens disent « Ah ouais, c'est moi, ça je me reconnais ». Alors que à gauche, eh bien, c'est ton côté inconscient. Donc ça, c'est généralement des choses dont toi, tu n'es pas conscient, mais les autres, généralement, eux, ils savent, ils reconnaissent ces dons en toi. Et du coup, ben, les nombres que tu peux voir ici, ce sont les portes qui sont activées dans ta charte et les planètes, donc ça c'est le côté astrologique du Human Design, les planètes dans lesquelles elles se trouvent. Donc ça, c'est un aspect beaucoup plus avancé du Human Design. Le fait d'avoir les portes dans tel signe par rapport à tel autre signe. Et c'est aussi quelque chose qu'on utilise en Gene Keys beaucoup plus qu'en Human Design, mais c'est aussi hyper intéressant à découvrir. Et comme tu peux le voir, eh bien, chaque porte a aussi un autre nombre à côté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la ligne de la porte. Et donc, cette ligne, ça, elle est associée au I Ching chinois. Donc, cette ligne, elle va venir teinter l'expression de ta porte. Et par exemple, c'est la ligne ici de ton soleil conscient et de ton soleil inconscient qui vont venir former ton profil. Donc moi, comme tu pouvais le voir ici dans ma propriété, ben, mon profil, c'est 3-6 parce que la ligne de mon soleil conscient, c'est la ligne 3 et de mon soleil inconscient, c'est la ligne 6. Donc ça, c'est si tu es curieux comment ton profil il est déterminé, c'est de cette façon. Comme je disais, les informations contenues dans les 2 colonnes ici, c'est des informations qui sont beaucoup plus approfondies et qui ne sont absolument pas nécessaires à connaître quand tu commences à explorer ton Human Design. La seule information intéressante ou importante à connaître quand tu débutes avec ton Human Design, ici, ça va être ton profil qui est formé par ces lignes-ci, mais le reste, ça va être quelque chose que tu vas explorer éventuellement si tu as envie, une fois que tu as bien compris les autres éléments de ton Human Design, ou c'est quelque chose que bien sûr on explore dans une lecture de Human Design approfondie. Donc voilà toutes les informations que tu peux retrouver dans ton body graph. Je sais que c'est intimidant au début, mais rappelle-toi, tu n'as pas besoin de tout comprendre, de tout connaître
pour commencer à explorer ton Human Design et pour que ça t'apporte déjà des bénéfices dans ta vie. Commence ton exploration petit à petit avec les informations de base. D'ailleurs, j'ai fait un épisode là-dessus sur les 5 informations sur lesquelles se concentrer quand on découvre notre Human Design. Donc, je vais te mettre le lien juste ici si tu es sur YouTube et dans la description aussi de l'épisode. Donc, voilà, petit à petit, pas besoin de tout comprendre dès le départ pour pouvoir utiliser cet outil fantastique. Et si tu vas aller plus loin et découvrir les secrets cachés de ton Human Design sans avoir à tout apprendre par toi-même, eh bien, je t'invite à réserver une lecture de Human Design personnalisée. Ensemble, on va décoder ta charte de manière simple et concrète pour t'aider à t'aligner dans ton quotidien. Donc, si ça t'intéresse, le lien va être dans la description de l'épisode. La prochaine question, c'est quels sont les 5 types en Human Design? Les types, c'est la base en Human Design. C'est le premier élément à approfondir pour te réaligner car il va teinter tous les autres éléments de ton Human Design. Avant qu'on plonge dans le vif du sujet, si tu n'es pas abonné au podcast ou à la chaîne YouTube, n'oublie pas de le faire pour être notifié quand des prochaines vidéos sur le Human Design, l'organisation, la gestion d'énergie en général sortent. Et aussi, si la vidéo te plaît, n'oublie pas de laisser un petit pouce vers le haut si tu es sur YouTube. Si tu es sur une autre plateforme d'écoute du podcast, n'oublie pas de laisser un commentaire à l'épisode ou à la chaîne. Ce sont des petits gestes qui permettent au podcast de se faire connaître. Dans le système originel, il existe 4 types en Human Design et l'un de ces 4 types a un sous-type. Personnellement, et comme plusieurs autres personnes, je considère que ce type est une catégorie à part, donc je vais aujourd'hui te parler de 5 types et non de 4. Avant tout, qu'est-ce que c'est que le type énergétique en Human Design? Ton type, c'est un peu comme ta famille énergétique. La famille énergétique à laquelle tu appartiens et qui détermine la quantité d'énergie que tu as et comment elle se manifeste et se déploie dans la matière. Par ailleurs, ton type va aussi déterminer ton aura, donc la façon dont ton énergie interagit avec le monde et dont elle est perçue par les autres. Ton non-soi, donc ça c'est l'émotion négative qui indique un manque d'alignement. Ta signature, qui est au contraire une émotion entre guillemets positive, qui indique que tu es aligné. Et enfin, ta stratégie, donc la manière la plus alignée pour toi d'interagir avec les stimuli qui te sont présentés, donc les idées, les propositions, les synchronicités, etc. Voyons donc ces 5 types en profondeur. Le premier, c'est le manifesteur. Donc le manifesteur représente environ 9% de la population. Son rôle, c'est d'être un initiateur, celui qui lance les idées. Donc, il est ici pour initier le changement grâce à ses idées, pas de travailler pour les mettre en place. Les manifesteurs ont énormément besoin de repos. Ils ont besoin d'autant de repos que de travail dans un monde idéal. Leur aura, elle est fermée et repoussante pour bloquer ce qui n'est pas aligné et ce qui peut les déranger dans leur processus d'idéation et d'initiation. Leur stratégie, c'est d'informer les autres de leurs idées, de leurs projets, de leurs décisions parce que les manifesteurs bougent très rapidement. Ils ont beaucoup de projets, d'idées et donc ça peut être difficile pour les gens de keep track, non, de rester au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Donc en informant les gens de ce qu'ils sont en train de faire, de leurs décisions, ça permet aux gens de comprendre où ils en sont ou ce qu'ils sont en train de réaliser et de les laisser tranquilles, de ne pas les déranger avec plein de questions. Le non-soi du manifesteur, c'est la colère, alors que sa signature, c'est la paix. Donc, quand tu ressens la colère, c'est que tu n'es pas aligné, alors que quand tu ressens un sentiment de paix à l'intérieur de toi, eh bien, c'est que tu es aligné avec ce que tu fais avec ta vie en ce moment. L'énergie générale du manifesteur, comme je te disais, c'est une énergie qui est très fluctuante. Elle est très grande quand tu inities quelque chose et ensuite tu as une baisse d'énergie une fois que cette impulsion de création et d'initiation est passée. Donc c'est pour ça que je te disais juste avant que le manifesteur a besoin d'autant de repos que de temps de travail parce que son énergie, elle fluctue énormément selon la phase dans laquelle il est, s'il est en phase d'initiation ou ensuite en phase de repos après cette phase de création d'initiation, justement. Ensuite, on passe aux générateurs. Donc, les générateurs qui représentent 36% de la population, c'est le type le plus commun des 5. Donc, leur rôle, c'est d'être des bâtisseurs, les créateurs du monde. Les générateurs, ils sont ici pour travailler et créer tant qu'ils kiffent ce qu'ils font et que c'est aligné. Ça ne veut pas dire qu'ils sont genre les esclaves du reste du monde et qu'ils sont ici juste pour faire les tâches inutiles ou les tâches dont personne ne veut. C'est au contraire, ils sont ici pour créer, mais créer dans leur
plaisir, dans le kiff. Donc, l'aura du générateur, elle est ouverte et enveloppante pour attirer les opportunités et les synchronicités naturellement à lui. Son non-soi, c'est la frustration, alors que sa signature, c'est la satisfaction. Donc, si tu sens de la frustration, c'est que quelque chose n'est pas aligné, alors que si tu sens de la satisfaction, c'est que tu as agi de manière alignée, tu vis ta vie de manière alignée. Sa stratégie, c'est de répondre aux synchronicités, aux idées, aux propositions qui lui sont faites. Donc, le générateur n'est pas ici pour initier. Ça, c'est le rôle du manifesteur. Le générateur, il est ici pour répondre à des idées justement ou des propositions que les autres lui font. Ça ne veut pas dire qu'il doit être passif et ne rien faire, mais qu'il doit être attentif quand il a une idée, voir s'il y a une synchronicité ou une proposition qui vient lui confirmer s'il a envie ou non de faire cette chose. L'énergie générale du générateur, elle est constante et virtuellement illimitée quand il fait quelque chose qu'il aime. Et aussi, il travaille de manière plus efficace en travaillant sur une chose à la fois, étape par étape. Le troisième type, c'est le manifesteur générateur, qui représente 32% de la population. Et c'est, comme je te disais, un sous-type du générateur dans le système originel. C'est un hybride, en fait, entre le générateur et le manifesteur, d'où son nom manifesteur générateur. Donc son rôle, c'est d'être un créateur multipassionné, une force créative dans ce monde. C'est un bâtisseur comme le generator. Il est fait pour travailler et créer lui aussi tant qu'il kiffe ce qu'il fait et que c'est aligné avec ce qu'il a envie de faire. Et c'est le seul type qui travaille bien en faisant du multitasking, en travaillant sur plusieurs projets en même temps. Moi, j'ai plusieurs amis manifesting generator et c'est incroyable. Ils sont toujours en train de travailler sur plein de choses en même temps. Ils peuvent littéralement faire un truc, passer à un autre truc 2 minutes plus tard, revenir à l'autre, commencer un troisième truc, tout ça en même temps, alors que les autres types ne sont pas faits pour faire du multitasking. Donc, si tu es generating manifester ou manifesteur générateur en français, ne te laisse pas influencer par les conseils productivité qui disent que le multitasking, c'est mauvais parce que pour toi, c'est ton fonctionnement naturel. Donc, embrace it and just do it like that. Donc, l'aura du manifesting generator, elle est principalement ouverte et enveloppante. Si tu es Manifesting Generator, je t'invite à aller aussi regarder la partie sur le manifesteur parce que en secondaire, tu es aussi un manifesteur, donc l'aura, le non-soi, la signature, la stratégie du manifesteur te correspondent aussi de manière secondaire. Principalement, c'est ce que je vais te dire ici, mais tu peux aussi avoir ces éléments du manifesteur, donc ça peut être intéressant d'aller écouter la partie sur le manifesteur aussi. Ton non-soi principal, c'est donc la frustration, alors que ta signature principale, c'est la satisfaction. Et ta stratégie, c'est de répondre aux synchronicités, aux idées et aux propositions qui te sont faites. Donc là, comme je disais, pour le générateur, ici aussi, le Manifesting Generator, ça peut être intéressant d'aller regarder aussi la partie sur le générateur. Mais ce que je disais, c'est que ce n'est pas ici pour être passif. Ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire. Tu n'es pas fait pour initier. Donc, si tu as une idée, en fait, ça c'est un peu genre initiation, mais avant de te le lancer et la faire, attends de recevoir un signe extérieur qui va te permettre de confirmer si oui ou non cette idée, elle est faite pour toi, si elle est alignée pour toi. Finalement, l'énergie générale du Manifesting Generator, c'est une énergie constante et virtuellement illimitée tant que le manifesteur générateur fait quelque chose qu'il aime. Au contraire, s'il fait quelque chose qu'il n'aime pas, eh bien son énergie, elle se draine très rapidement. Et ça peut même le mener au burn-out. La même chose pour les générateurs d'air. On a ensuite comme quatrième type le projecteur qui représente 22% de la population. Son rôle, c'est de guider, de conseiller grâce à sa sagesse et à sa capacité à lire les personnes. C'est un type qui est d'une redoutable efficacité parce qu'il voit immédiatement la façon d'accomplir les choses de manière plus rapide, efficace et intelligente et d'optimiser les systèmes. Son aura, elle est pénétrante et absorbante car justement, elle te permet de lire les personnes et d'attirer les invitations à toi. Ton non-soi, c'est l'amertume, alors que ta signature, c'est le succès. Alors ici, le succès, il faut que tu vois en toi comment est-ce que tu ressens quand tu sens que tu es successful, que tu as du succès. Ça ressemble à quoi dans ton corps? Voilà, moi je suis pas projecteur, donc je sais pas exactement comment ça se ressent, mais réfléchis à ça pour te demander, ok, ça ressemble à quoi comme émotion quand je ressens du succès? Où est-ce que je le sens? Ça se manifeste comment dans mon corps? La stratégie du projecteur, c'est d'attendre l'invitation. Et là, à chaque fois, les projecteurs sont en mode, quoi, mais ça veut dire que je dois être passif et je dois rien faire? Comment est-ce que je vais obtenir ce que je désire? Non, ça veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire que
en attendant de recevoir des invitations, tu dois faire des choses qui te mettent en joie, des choses qui sont alignées, que tu kiffes. Et de cette manière, tu vas naturellement attirer les invitations à toi parce que les gens ils vont voir ah voilà ben cette personne elle fait ce truc là, c'est super intéressant, ça m'intéresse, je veux en savoir plus. Donc ne t'inquiète pas, ça veut pas dire que tu dois juste rester sur ton sofa à ne rien glander. Fais des choses que tu aimes et comme ça, tu vas naturellement attirer les invitations à toi. L'énergie générale du projecteur, le projecteur comme le manifesteur et le réflecteur, ce sont des types dits non énergétiques. Donc, leur énergie, elle est plutôt basse dans le sens que tu n'es pas fait pour travailler dur longtemps, mais plutôt de manière concentrée et efficace par petits bursts, par petites périodes de travail intense suivies par des périodes de repos. Donc les projecteurs, le 9 to 5, ce n'est pas super adapté pour eux. Le mieux, c'est de trouver une façon de pouvoir travailler moins, mais mieux. Et finalement, le dernier type énergétique, le type le plus rare de tous, qui ne représente qu'1% de la population, c'est le réflecteur. Personnellement, je n'ai jamais rencontré de réflecteur, donc si tu es réflecteur, viens me le dire en commentaire, ça m'intéresserait d'échanger avec toi. Mais voilà, le rôle du réflecteur, c'est d'être comme un miroir pour les autres, non? Réflecteur, c'est pour ça que le nom c'est ça. Donc il est ici pour faire comme miroir des autres et de son environnement. C'est un observateur parce que son rôle c'est d'analyser et de comprendre les gens, l'environnement et la société pour voir qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui peut être amélioré. Du coup, le réflecteur, comme il est très 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 influencé par son environnement, il a besoin de beaucoup de temps pour réfléchir avant d'agir. L'aura du réflecteur, elle est échantillonnante et résistante parce que ça lui permet comme ça de sonder les autres et de les réfléchir comme un miroir. Son nom soi, c'est la déception et sa signature, c'est la surprise. Bien sûr, surprise agréable, hein, parce que la signature, je te rappelle, c'est l'émotion positive, entre guillemets, qui t'indique que tu es aligné. Ensuite, la stratégie du réflecteur, c'est d'attendre un cycle lunaire pour prendre une décision. Alors, pour rappel, le cycle lunaire, ça dure 28 jours. Est-ce que ça veut dire que tu dois attendre 28 jours à chaque fois pour prendre une décision? Absolument pas. C'est seulement pour les décisions très très importantes et souvent aussi à un moment donné, avant même la fin du cycle, tu vas savoir, tu vas avoir cette certainty, cette certitude en français, pardon, que tu as trouvé la bonne solution, la bonne décision. Donc voilà, ça ne veut pas dire que pour toutes les décisions, tu dois attendre 28 jours, mais ton temps de décision est décidément beaucoup plus long que les autres types. Donc ça, c'est à prendre en considération dans toutes les décisions que tu as à prendre. L'énergie du réflecteur, elle est fluctuante parce que comme je te disais, comme pour les projecteurs et les manifesteurs, c'est un type non énergétique. Donc, ce n'est pas un type qui est fait pour travailler dur et longtemps. Et aussi, comme ton énergie, elle dépend beaucoup de l'environnement dans lequel tu évolues. Si ton environnement, il est sain, tu vas avoir plus d'énergie. Si ton environnement, il est malsain, eh bien, ça va te zapper ton énergie beaucoup plus rapidement. Donc voilà pour les 5 types énergétiques. Comme je te disais en introduction, commencer à incarner ton type et ton fonctionnement, c'est la première étape pour commencer à t'aligner à ta nature profonde, à ton human design. Donc avant de plonger dans le reste de ta charte, assure-toi de bien le comprendre et surtout d'incarner ton type. Parce que souvent, comme c'est l'information un peu la plus comment dire, générale, hein, il n'y a que 5 types par rapport à, par exemple, au profil, où il y a 12 profils, les centres, il y en a 9, ils peuvent être définis, indéfinis, bref. Il y a beaucoup d'autres éléments qui sont plus différenciateurs, entre guillemets, dans ta charte, mais ton type, c'est la base de ton human design. Ça va venir teinter tout le reste de ta charte. Donc, c'est hyper, hyper important de prendre du temps pour bien l'explorer, pour bien le comprendre, mais surtout de l'incarner. Donc, de t'adapter à ton fonctionnement. Souvent, il y a énormément de conditionnement par rapport aux types, surtout par exemple les types non énergétiques. On est dans une société qui encourage le fait d'être toujours actif, de toujours avoir de l'énergie, de toujours être on, alors que les types non énergétiques comme les manifesteurs, les projecteurs et les réflecteurs, eh bien ce sont des types non énergétiques, donc ils peuvent se forcer à vouloir avoir plus d'énergie, à travailler plus dur, plus longtemps, alors qu'ils ne sont pas faits pour cela. Donc c'est important de
te réaligner à ça, d'accepter que ton énergie, elle est plus fluctuante, que tu as besoin de plus de repos et ne pas te sentir coupable pour cela. Juste un exemple, hein, les générateurs et les manifesting generators ont aussi des conditionnements, mais voilà, c'était juste pour donner un exemple de l'importance de se réaligner à son type. D'ailleurs, si tu veux plus d'informations sur ce qui te donne de l'énergie, ce qui te draine et comment prendre soin surtout de ton énergie selon ton type énergétique, eh bien, j'ai créé un workbook gratuit qui couvre tout cela. Si tu veux le télécharger, le lien sera dans la description de l'épisode comme d'habitude. Finalement, n'hésite pas à venir me dire en commentaire quel est ton type énergétique et si tu te reconnais ou non dans sa description. Ça me ferait plaisir d'échanger avec toi à ce sujet. L'un des concepts fondamentaux du Human Design, c'est que notre énergie est influencée par l'énergie des autres et qu'elle interagit avec elle. Le concept d'aura est donc crucial à comprendre parce que notre aura, c'est le champ énergétique qui nous entoure. C'est ce que notre énergie émet autour de nous. Donc c'est pour ça des fois, tu as peut-être noté par exemple quand une certaine personne entre dans une pièce ou est proche de toi, tu te sens de manière différente par rapport à quand une autre personne entre et s'approche de toi. Donc ça, c'est justement parce que vos énergies, vos auras interagissent ensemble de manière différente et que ces personnes émettent une aura différente, une énergie différente. Donc, qu'est-ce qu'une aura? Ça peut sembler un concept un petit peu perché, mais si tu y penses bien, est-ce que ça t'est pas déjà arrivé de ne pas sentir quelqu'un avant même de lui avoir parlé, de sentir que quelque chose chez cette personne ne vibre pas avec toi? Ou la même chose peut arriver aussi avec des lieux, par exemple, des environnements, parce que les environnements restent aussi imprégnés des énergies des personnes qui y sont ou qui étaient. Donc voilà, l'aura, c'est le concept qui explique pourquoi tu as senti ces sensations au contact de certaines personnes ou de certains lieux. Plusieurs traditions spirituelles utilisent le concept d'aura et chacun a sa définition et la décrit de manière un petit peu différente. Par exemple, sa couleur, sa dimension, son aspect, ses caractéristiques, etc. Donc ici, je te parle de Human Design, donc je vais te donner la description de l'aura en Human Design. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'intégrer avec la description de l'aura d'autres systèmes traditionnels spirituels auxquels toi tu crois. Donc, en Human Design, l'aura est définie comme le champ énergétique qui entoure les personnes. Elle n'a pas de couleur spécifique, mais elle fait environ l'équivalent de 2 longueurs de bras de chaque côté de notre corps. Et chaque aura a des caractéristiques différentes selon le type énergétique, parce que c'est notre type énergétique qui va déterminer notre aura. Donc, je t'explique ces différences sous peu. Mais avant, je voulais te parler du rôle de l'aura. Donc, l'aura, elle joue un rôle essentiel dans notre manière d'interagir avec le monde parce qu'elle influence la façon dont notre énergie fonctionne, la manière dont on attire les personnes, les opportunités, les expériences, etc. Et elle influence aussi la façon dont les autres perçoivent notre énergie et donc nous perçoivent nous-mêmes, et aussi comment ils interagissent avec cette énergie. C'est donc une information très puissante qui va te permettre d'être toi-même sans forcer et de comprendre comment ton énergie interagit avec l'énergie des autres. Comme je te le disais, ton aura, elle est déterminée par ton type énergétique en Human Design. Donc, je vais te décrire les différents types d'aura selon les différents types. Bien sûr, je vais mettre les timestamps pour chacun des types, mais je te conseille quand même d'écouter pour tous les types parce que tu es au contact de types énergétiques différents tous les jours, donc ça peut être très intéressant de savoir, ah oui, telle personne, c'est pour ça que je me sens de telle façon, ou c'est pour ça qu'elle agit de telle façon, parce que son aura, elle fonctionne de telle façon versus la mienne qui fonctionne de telle façon. Donc voilà, mais si tu veux te concentrer sur la tienne en premier, il y a absolument aucun problème. Voyons donc l'aura du manifesteur. Donc, le manifesteur, il a une aura fermée et repoussante. Donc, ça peut avoir l'air négatif dit comme ça, mais tout a un sens. En fait, l'aura du manifesteur, elle est sélective, protectrice, difficile à pénétrer parce qu'elle sert à repousser ce qui n'est pas aligné et ce qui peut déranger le manifesteur dans son rôle d'innovation, de création, d'initiation. Le manifesteur, il a besoin de paix, de liberté, d'être dans sa propre énergie pour avoir ses éclairs de génie et jouer son rôle d'initiateur. Donc, son aura l'aide en le protégeant des distractions. Par contre, une fois que le manifesteur, il est prêt à partager ses idées avec le monde, et bien là, il s'ouvre et il laisse les autres entrer dans son aura. Mais l'aura du manifesteur, elle n'est pas pour tout le monde. Les manifesteurs sont généralement très polarisants, ils ont souvent une aura très puissante, donc soit on l'adore, soit
non. Donc voilà, c'est une aura très très puissante qui irradie une énergie de pouvoir personnel, d'indépendance et un peu de mystère aussi. Donc le manifesteur, il est un peu en mode qui même me suivent, il n'est pas ici pour attendre ou suivre les autres. C'est lui qui initie le mouvement et ceux qui sont prêts à le suivre le font. Ceux qui ne sont pas prêts, eh bien, c'est pas grave. You know, it's their loss. Donc pour adoucir son impact et éviter les résistances qu'il va inévitablement rencontrer, c'est essentiel que le manifesteur utilise sa stratégie qui est d'informer les autres avant d'agir. Parce que comme ça, les gens ils vont comprendre ce qu'il est en train de faire et ils vont le laisser en paix au lieu de juste être en mode mais il fait quoi cette personne? Et là, aller lui poser des questions, le déranger et tout. Donc, en Human Design, tout est connecté. C'est pour ça, si tu ne connais pas bien ton type énergétique, je te conseille d'aller réécouter la vidéo sur les types énergétiques parce que là-bas, je te décris leur signature, leur non-soi et leur stratégie. Et tout ça, eh bien, c'est lié avec leur aura. Passons maintenant aux générateurs et aux manifesteurs générateurs. Donc, leur aura, elle est décrite comme enveloppante et ouverte. Donc, c'est un peu l'inverse de l'aura des manifesteurs parce qu'elle est faite pour attirer naturellement les bonnes opportunités, personnes et synchronicités à eux. Ces deux types, ils ne sont donc pas faits pour courir après les opportunités dans leur vie, car les opportunités, eh bien, elles viennent naturellement à elles à travers de leur aura. Ils sont faits pour répondre, c'est leur stratégie, du coup, à ce qui leur est présenté dans la vie. C'est pour ça que leur stratégie, c'est répondre, parce qu'ils attirent naturellement les opportunités, les personnes, etc. Et donc, une fois qu'ils les ont attirés, eh bien, ils peuvent mettre en place leur stratégie qui est dire oui ou non dans leur sacral, répondre oui, j'ai envie ou non, j'ai pas envie de cette chose, oui, c'est aligné ou non, c'est pas aligné. Les générateurs, les manifesteurs générateurs ne sont pas des initiateurs comme les manifesteurs. Donc, eux, ils sont faits pour répondre à ce qui leur est proposé, non pour initier. Donc, comme c'est une énergie qui est ouverte, ils doivent faire attention à ne pas dire oui aux choses dont ils n'ont pas réellement envie, qui ne sont pas réellement alignées pour eux, parce que ça va les désaligner. Donc, c'est important de suivre ici ton autorité. Si tu ne connais pas ton autorité, j'ai fait une vidéo sur les autorités, donc je vais te la mettre juste ici et je vais te la mettre aussi en description de l'épisode. Donc, l'autorité, juste rapidement, c'est la meilleure façon pour toi de prendre des décisions. Donc, en connaissant ça, tu vas pouvoir prendre des décisions de façon plus alignée et simple. Et c'est génial comme information à connaître. Par contre, l'attraction naturelle des générateurs et des manifesteurs générateurs ne fonctionne que s'ils sont alignés. Donc, si un générateur ou un manifesteur générateur n'est pas aligné, alors son énergie peut paraître frustrée, dispersée ou épuisée. Donc, c'est super important. C'est pour ça aussi que les générateurs et les manifesteurs générateurs, leur signature, c'est la satisfaction. Ils doivent être dans la joie. Ils doivent faire des choses qu'ils kiffent pour attirer les choses à eux. S'ils sont dans leur non-soi, au contraire, donc la frustration, eh bien, ils ne vont pas attirer les opportunités parce que qui a envie d'aller proposer quelque chose à quelqu'un qui a l'air frustré et qui n'a pas l'air heureux. Donc, rappelle-toi, si tu es générateur ou manifesteur générateur, tu n'as pas besoin de chercher ou de convaincre qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ton aura fait venir les choses à toi à condition que tu suives ta stratégie, qui est de répondre, et ton autorité, qui est soit sacrale ou émotionnelle. Donc, quand tu es aligné, tu vas attirer naturellement à toi les opportunités. Tu n'as pas besoin de te préoccuper de cela. Ensuite, on a le projecteur. Donc, l'aura du projecteur, elle est pénétrante et absorbante. Donc, les projecteurs, ils portent bien leur nom parce que leur aura, elle est concentrée, focalisée, pénétrante, comme la lumière d'un projecteur. Donc, leur aura, elle leur permet de lire les personnes, de les scanner pour mieux les comprendre. Et c'est grâce à cela qu'ils peuvent ensuite exercer leur rôle de guide et de conseiller parce que leur aura leur permet de sonder les autres de manière approfondie, de voir comment ils utilisent leur énergie pour ensuite les conseiller à l'utiliser de manière plus efficace. L'aura des projecteurs peut donc être perçue par les autres comme intense, voire intrusive, mais aussi extrêmement attentive. Donc moi, par exemple, j'ai beaucoup d'amis projecteurs et à chaque fois, c'est fou parce que, c'est ça, en fait, tu te sens juste compris par un projecteur sans avoir besoin d'expliquer. Ils comprennent qui tu es, ils réussissent à lire en toi vraiment. Et c'est vraiment hyper intéressant à observer cela. Du coup, la stratégie du projecteur, c'est d'attendre l'invitation justement pour ça. Parce que si une personne n'est pas prête, n'est pas disposée à être analysée, eh bien, l'aura du projecteur peut être perçue un peu comme intrusive, voire dérangeante ou même inappropriée. Donc, le projecteur, quand ça arrive, il se sent rejeté et
il s'épuise aussi parce que s'il essaie de forcer la connexion sans qu'il soit invité, eh bien, il gaspille son énergie sur quelqu'un qui n'est pas prêt, qui n'a pas envie de recevoir justement cette aide, ces conseils du projecteur. Par contre, à l'opposé, si l'autre personne invite le projecteur de manière concrète ou énergétiquement, eh bien, le projecteur pourra alors utiliser ses dons de manière optimale et devenir un guide précieux pour l'autre personne. Donc voilà, si tu as des projecteurs autour de toi, rappelle-toi, si tu sens que ils essaient de pénétrer ton aura, ton énergie et tout, qui sont un peu intrusifs, c'est parce que c'est leur façon naturelle de faire. Si tu n'as pas envie, si tu n'es pas prêt à recevoir leurs conseils ou leur guidance, eh bien, sois juste clair en leur disant « Je n'ai pas besoin de tes conseils pour l'instant » ou « Je n'ai pas envie pour l'instant ». Mais quand tu te sens prêt, eh bien là, tu peux les inviter, leur dire « Ok, maintenant, j'aimerais bien recevoir tes conseils, ta guidance, donc est-ce que tu peux le faire ?» Finalement, le dernier type, c'est le réflecteur. Je te rappelle, le réflecteur, c'est le type le plus rare de tous les types énergétiques. Il ne représente qu'1% de la population. Donc, moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré de réflecteur. Donc, voilà, ce serait hyper intéressant de rencontrer un réflecteur. Si tu es réflecteur, s'il te plaît, viens me le dire en commentaire. Donc, du coup, l'aura du réflecteur, elle est échantillonnante et résistante. Donc, comme le réflecteur, il a tous ses centres non définis, eh bien, ça veut dire qu'il absorbe et amplifie l'énergie de toutes les personnes qui l'entourent, qu'elles soient positives ou négatives, saines ou malsaines. Donc, c'est pour ça que son aura, elle doit être échantillonnante pour pouvoir choisir que les bonnes énergies et résistantes aussi pour pouvoir bloquer, ne pas laisser passer les énergies négatives ou celles qui sont malsaines. Parce que sinon, elle serait comme une passoire et il pourrait se noyer dans les énergies des autres. Donc, en ayant son aura qui est échantillonnante et résistante, ça lui permet de faire le tri dans ce qui est bien ou pas pour lui. Tu l'auras donc compris, le réflecteur, il est extrêmement sensible à son environnement, aux personnes qui l'entourent, et c'est normal parce qu'il est ici pour être le miroir du monde, pour nous faire voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est sain ou non, en reflétant les énergies qu'il capte pour en tirer les informations qu'il a besoin pour mener à bien son rôle de miroir de l'humanité. Donc, comme tu peux le voir, pour chacun des types, l'aura, c'est pas juste un concept ésotérique, c'est la façon dont notre énergie interagit avec le monde. Elle nous aide à mieux comprendre pourquoi certaines interactions sont fluides alors que d'autres sont plus tendues, pourquoi certaines personnes se sentent attirées vers nous alors que d'autres non, et vice-versa, pourquoi nous on se sent attirés vers certaines personnes alors que d'autres non. Mais surtout, le concept d'aura, moi ce que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle nous invite à ne plus forcer notre chemin, mais à respecter notre fonctionnement naturel en voyant comment notre énergie fonctionne et en interagissant de manière plus alignée du coup avec les autres. Et aussi, rappelle-toi, plus tu vas être aligné, plus tu vas respecter ton fonctionnement naturel et plus ton aura va faire son travail et elle va attirer à toi ce qui est encore plus aligné, les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Maintenant que tu connais ton aura, j'ai envie de te poser une question pour voir si tu es aligné à son fonctionnement ou non. Est-ce que tu te laisses être tel que tu es? Ou est-ce que tu essaies de forcer une énergie qui n'est pas la tienne? Donc, essaie de réfléchir là-dessus, de voir si tu es aligné au fonctionnement de ton aura ou non. Et du coup, si la réponse elle est non, essaie de voir comment tu peux ajuster la façon dont tu fonctionnes actuellement pour respecter le fonctionnement de ton aura. Tu as découvert le Human Design et tu as commencé l'exploration de ta charte. Tu connais probablement déjà ton type et comment il influence ton fonctionnement énergétique. Tu as probablement aussi appris que tu as une façon bien particulière de prendre tes décisions, ce qu'on appelle l'autorité en Human Design. Et maintenant, tu découvres une nouvelle couche d'informations, ton profil. Eh bien, attache ta tuque, comme on dit au Québec, parce que le profil est l'une des informations les plus intéressantes et impactantes de ton design. Ton profil, c'est un peu comme ton costume dans cette vie. Il te montre comment tu te présentes aux autres, ta manière d'expérimenter et d'interagir avec le monde, et aussi comment tu apprends à travers tes expériences. Donc, après la découverte de notre type avec sa stratégie, son nom-soi, sa signature et de notre autorité, c'est généralement l'élément qu'on explore par la suite et qui nous permet de commencer à voir les nuances qui nous caractérisent. Le profil, il est composé de deux chiffres qu'on appelle des lignes et qui correspondent à la ligne de ton soleil conscient et de ton soleil inconscient, donc que tu peux retrouver en haut à droite et en haut à gauche de ta charte. Ces lignes, elles viennent de Li Ching, un système de divination chinois ancestral.
La première ligne de ton profil vient de ton design conscient, comme je te disais, de ton soleil conscient, donc tu devrais facilement te reconnaître dans la description de cette ligne. Mais le deuxième chiffre, lui, il provient du côté inconscient de ton design, parce que c'est la ligne de ton soleil inconscient, donc tu ne te reconnaîtras peut-être pas nécessairement dans sa description, mais généralement, les gens qui te connaissent bien, eux, oui, ils te reconnaîtront très facilement dans la description de cette ligne. Donc, il y a 6 lignes en tout. Les lignes 1 à 3, elles sont tournées plus vers l'intérieur. Elles se préoccupent davantage de leur propre expérience, de leur propre compréhension du monde et de leur sécurité intérieure. Alors que les lignes 4 à 6, elles, c'est le contraire, elles sont tournées vers l'extérieur. Donc, elles apprennent et évoluent à travers leurs relations, leurs échanges et leurs interactions avec les autres. Voyons donc plus en détail chacune des lignes. Je ne vais pas faire une description de chacun des profils parce qu'il y en a 12, donc je vais faire des vidéos séparées pour chacun des profils dans les prochains mois. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas les rater. Aussi, petite note, en Human Design, le nom des profils et des lignes des profils, le vocabulaire, il est un petit peu... disons que les mots qui sont utilisés ont parfois des connotations un petit peu négatives. Donc, si je vais te donner la version originelle, donc celle du système comme il a été créé par Ra Uru, le créateur du Human Design, mais je vais aussi te donner l'équivalent un petit peu plus positif. Donc voilà, je te préviens juste parce que des fois, les gens, quand ils entendent le nom de leur profil avec le nom classique du Human Design, c'est un peu en mode « Oh, ça a pas l'air super ça comme profil, mais ne t'inquiète pas, parce que dans le Human Design, il n'y a rien qui est mieux que quelque chose d'autre. Tous les éléments de ton profil sont parfaits. Tu es parfaite comme tu es. Il n'y a rien qui est mieux que l'autre. Commençons avec la première ligne qui s'appelle l'investigateur ou le chercheur. Donc la ligne 1, elle a un très fort besoin de sécurité et de base solide qu'elle cherche à travers la connaissance. Donc c'est le genre de personne qui aime plonger dans les détails, comprendre les fondements de quelque chose, faire des recherches et étudier en profondeur un sujet. Comme elle a besoin de bases solides, elle peut avoir peur du coup de l'imprévu et de l'insécurité, ce qui la pousse à beaucoup analyser, des fois à suranalyser, et donc qui lui donne un peu le paralysis analysis, donc qui la pousse à ne pas prendre action parce qu'elle ne se sent pas assez confiante d'avoir toutes les informations nécessaires pour prendre une décision et passer à l'action. Donc voilà, ça peut l'amener à l'inaction, à la procrastination, par peur de ne pas avoir assez d'informations ou de faire une erreur. Ensuite, la ligne 2, on l'appelle l'ermite ou le génie. Donc, c'est ici, je te disais, par exemple, l'ermite, ça sonne un petit peu moins bien que le génie quand même. Donc, la ligne 2, elle est souvent dotée de talents naturels et innés. Elle a besoin de passer beaucoup de temps seule pour se ressourcer, se retrouver et être dans son propre flow, dans sa propre créativité. Pourtant, même si elle aime l'isolement, elle est amenée à interagir avec les autres parce que c'est en partageant ses dons qu'elle arrive à se reconnaître elle-même, qu'elle arrive à voir ses propres dons. Donc voilà, les lignes 2 ont souvent des talents que les gens viennent chercher naturellement, sont naturellement attirés par la ligne 2, mais la ligne 2 elle-même ne reconnaît pas toujours qu'elle a ces talents. Donc c'est une ligne intéressante à avoir. La ligne 3, elle est appelée l'expérimentateur ou l'explorateur. Donc elle apprend à travers l'expérience, parfois voire souvent en se trompant. Donc, elle est là pour tester, expérimenter et découvrir ce qui fonctionne ou non. Donc, elle possède une très grande capacité d'adaptation et fait preuve de beaucoup de résilience parce qu'elle est habituée d'essayer d'échouer, essayer de se relever de nouveau pour essayer encore et voilà. Donc, de l'extérieur, la vie d'une ligne 3 semble souvent chaotique, mais c'est en réalité son processus naturel d'apprentissage. Donc, elle est invitée à faire la paix avec cette manière d'évoluer qui est un peu différente de celle des autres et à reconnaître la richesse des enseignements qu'elle tire de ses nombreuses expériences. La ligne 4, elle est appelée l'opportuniste ou le réseauteur. Là encore, réseauteur, ça sonne quand même vachement mieux que l'opportuniste. La ligne 4, donc, elle est tournée vers les autres, vers les relations humaines, la communauté. Elle a besoin de relations stables. Donc, la ligne 1, c'est connaissance stable, alors que la ligne 4, c'est relation stable. Donc, comme je te disais, la ligne 1, elle est tournée plus vers l'intérieur, alors que la ligne 4, elle est tournée plus vers l'extérieur. Donc, ça, c'est un très bon exemple. Donc,
la ligne 4, voilà, elle a besoin de relations stables, de bases stables sur le plan relationnel pour se sentir bien. Donc, c'est généralement une personne qui est très influente, très engagée dans son entourage et elle attire généralement ses opportunités grâce à son réseau. Toutefois, comme le réseau, les gens, son entourage, c'est très important, eh bien, elle peut avoir peur du rejet ou avoir peur de devoir sortir de sa zone de confort, notamment lorsqu'elle entre dans des nouveaux environnements où elle ne connaît personne. Donc là, elle n'a pas son réseau de base solide, donc ça peut la bloquer, lui faire peur. Donc pour une ligne 4, cultiver ses liens, c'est essentiel à son bien-être et à son évolution. Donc c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'être au contact de beaucoup de gens pour se sentir bien et se sentir épanoui. La ligne 5, on l'appelle l'hérétique ou le problem solver. Donc la ligne 5, elle est souvent perçue comme une personne qui peut apporter des solutions innovantes et concrètes aux problèmes des autres. C'est une personne qui a une posture naturelle de leader et un fort désir de transmettre ses connaissances et expériences de manière universelle. Donc la ligne 5, elle cherche à universaliser en fait les apprentissages qu'elle a fait, les connaissances qu'elle a. Elle est souvent vue comme une personne qui sort des sentiers battus, qui est très innovante, qui ne fait pas les choses comme tout le monde et c'est ce qui peut lui valoir parfois l'étiquette d'hérétique, donc d'où le nom qui a une connotation, comme je disais, un petit peu négative, mais on parle d'hérétique dans le sens de personne qui ne fait pas les choses de manière normale, de manière coutumière, donc elle est vue un peu comme bizarre ou voilà, hors de la norme par les autres. Finalement, on arrive à la ligne 6 qui s'appelle le modèle ou le sage. Donc la ligne 6, elle traverse 3 grandes phases dans sa vie. Avant ses 30 ans, donc jusqu'à son retour de Saturne, elle fonctionne comme une ligne 3, donc en expérimentant de manière intense. Donc si tu es une ligne 6, je t'encourage à aller aussi écouter la partie sur la ligne 3 parce que ça va te permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe ou s'est passé dans ta première phase de vie jusqu'à environ tes 30 ans. Ensuite, entre 30 et 50 ans, elle entre dans une phase d'observation et de recul, durant laquelle elle fait le bilan de ses expériences passées tout en observant les autres pour modéliser ce qu'elle a appris dans sa première phase d'expérimentation et du coup dans cette deuxième phase d'observation. Et après ses 50 ans, eh bien, elle entre dans sa phase de pleine sagesse, qu'elle incarne naturellement et met au service des autres. Du coup, la ligne 6, elle entre vraiment dans cette phase de sagesse plus vers ses 50 ans, mais c'est quelqu'un qui est quand même toujours naturellement vu comme quelqu'un de très sage, un modèle à suivre. C'est quelqu'un qui possède généralement une vision inspirante et puissante et qui tend à vouloir exceller dans ce qu'elle fait. D'ailleurs, les lignes 6 sont généralement très perfectionnistes. Je suis coupable, je suis une ligne 6. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est très sage tout au long de sa vie, même durant les premières phases de sa vie, et qui agit comme un modèle pour les autres. Donc, comme je te disais en début de vidéo, il existe 12 profils au total qui sont formés en faisant une combinaison de ces 6 chiffres. Donc, je ne vais pas te faire une description de chacune parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue et un peu ennuyante, to be honest. Mais voilà, déjà en ayant la description des 2 lignes de ton profil, tu peux déjà avoir une bonne idée. Rappelle-toi que la première ligne de ton profil, elle est consciente, donc ça, généralement, tu te reconnais très bien dans cette ligne-là. Et la deuxième ligne, elle est plutôt inconsciente, donc ça se pourrait que tu aies de la difficulté à te reconnaître dans cette ligne, mais demande aux gens s'ils te voient comme ça. Généralement, la réponse, c'est oui. Donc pour moi, la découverte de mon profil, ça a été une grande libération, une grande oh my god, mais c'est pour ça, en fait, que je suis comme ça, parce que petit disclaimer, moi je suis 3-6, donc j'étais à fond jusqu'à tout récemment, mon retour de Saturne, j'ai eu mon premier retour de Saturne. Donc, les 30 premières années de ma vie, j'étais dans l'exploration, l'expérimentation à 300% et je l'ai vraiment ressenti, to be honest. Donc, la découverte de mon profil, moi, ça a été quelque chose qui m'a vraiment libérée, qui m'a permis en fait de mieux comprendre la manière dont j'interagis avec le monde, ma façon d'expérimenter, de vivre la vie. Et tu vois, ben justement, la mienne, elle est plus chaotique, plus dans l'expérimentation par rapport à d'autres personnes. Donc, c'est pour ça aussi que ben, j'ai une vie qui, jusqu'à date, a l'air un peu de rien, qui est très chaotique de l'extérieur, mais c'est ma façon d'expérimenter cette vie et ça a été une grosse libération pour moi. Donc, j'espère aussi que la découverte de ton profil va t'aider à mieux te comprendre, à te décomplexer face à ta propre façon de fonctionner et surtout de t'accepter pleinement tel que tu es parce que c'est ta façon d'expérimenter la vie. Tu as été mise ici pour l'expérimenter de cette façon, donc autant le faire à 100%, sans culpabilité, sans sentir que tu fais quelque chose de mal, que tu ne fais pas les choses de la bonne façon. Et finalement, la dernière question qui est souvent posée par rapport au Human Design, c'est quels en sont les dangers?
Le Human Design est un outil, et comme tout outil, il peut être utilisé de manière positive ou négative pour t'aider à te reconnecter à toi-même ou t'enfermer dans de nouvelles petites cases. Il peut être utilisé pour t'aider à avancer vers une vie plus alignée et épanouissante ou te donner des excuses pour rester dans ta zone de confort. The choice is yours. Mais voilà, c'est normal quand on découvre un nouvel outil de tomber dans certains pièges. Donc aujourd'hui, je veux justement t'aider à les éviter pour que le Human Design soit un outil qui t'aide, qui te permette de vivre une vie plus alignée au lieu de devenir une nouvelle prison dorée. Donc, le premier piège que je vois souvent, c'est de voir le Human Design comme un dogme et l'utiliser pour s'enfermer dans de nouvelles petites cases. Donc, personnellement, je suis complètement anti-dogme. C'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas une fan des religions, bien que je sois une personne qui croit en la spiritualité. Mais je n'aime pas quand on me dit qu'il y a une autorité humaine ou divine, peu importe, qui vient me dire comment je devrais mener ma vie. Donc, c'est la même chose. Je ne laisserai jamais un outil de connaissance de soi faire de même. Mais c'est justement ce que je vois que plusieurs personnes font avec le Human Design, c'est de tomber dans le dogmatisme, dans le tu dois faire quelque chose, tu dois être de telle façon parce que telle chose dans ton Human Design te dit cela, ou voilà, de s'enfermer dans des étiquettes en mode ah ben non, mais moi je suis projecteur donc je suis comme ça, alors que non. Le Human Design, c'est un outil de liberté et d'expérimentation, une science de la différenciation comme l'appelait son créateur. Ce n'est pas une prison, il est là pour t'aider à t'écouter, à te reconnecter à toi-même et non pour te dicter ce que tu dois faire ou non. Donc, prends les informations de ta charte et teste-les pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui est aligné ou non à ton fonctionnement, à qui tu es, et laisse de côté ce qui n'est pas aligné. Tu n'es pas obligé de suivre tout ce qu'il y a dans ton Human Design à la lettre. Par contre, c'est important de garder en tête que des fois, eh bien, on n'est pas encore prêt à comprendre et intégrer certaines parties de notre design. Donc, c'est pour ça que moi, j'encourage toujours mes clientes à revenir explorer, à retourner voir leur charte régulièrement pour explorer de nouvelles parties, ces parties que au début peut-être auxquelles on ne s'identifiait pas, dans lesquelles on ne se reconnaissait pas, parce que peut-être que c'est à ce moment-là, on n'était pas prête à les voir, alors qu'en y revenant plus tard, eh bien, d'autres choses se sont alignées et maintenant on peut voir que voilà, cette information, elle est alignée ou elle nous correspond au final ou non. Autre chose à garder en tête, c'est qu'on a très très souvent des conditionnements qui nous empêchent de voir que notre fonctionnement naturel est complètement différent de celui qu'on a depuis de nombreuses années parce que voilà, on nous a demandé, on nous a imposé de changer, de ne pas respecter notre propre nature. Et donc, ça peut être très, très difficile d'accepter que, en fait, ben, la façon dont on vivait depuis toujours, eh bien, elle n'est pas alignée. On n'a pas vécu de la meilleure façon pour nous pendant des années. C'est difficile à accepter. Donc, ça peut être aussi difficile ben voilà, d'accepter et aussi, c'est difficile de faire les changements, en fait. Donc, c'est aussi à garder en tête. Et dernière chose qui est à garder en tête, s'il y a des informations qui ne semblent pas correspondre, eh bien, c'est que souvent, on comprend ou on interprète mal les informations dans notre charte. Donc, ce qu'on teste n'est pas aligné à notre fonctionnement véritable. Donc, pour éviter cela, moi, je te conseille de toujours t'informer auprès de différentes sources sur le Human Design, car chacun a sa propre vision, sa propre compréhension, sa propre interprétation du Human Design. Donc, en allant écouter différentes personnes, différentes ressources, en allant lire différents blogs, lire différents livres, eh bien, tu vas pouvoir voir si la première interprétation que tu avais ou la première compréhension que tu avais, elle est juste ou pas, si c'est ce que tout le monde dit ou si, ben, par exemple, la source que tu as consultée n'a pas l'interprétation, disons, correcte ou juste. Dans tous les cas, l'important, c'est de s'écouter. Si l'information ne résonne pas, tu n'es pas obligé de l'appliquer. Je le répète, le Human Design n'est pas une religion, ce n'est pas un dogme, tu n'as aucune obligation de l'utiliser, de suivre ce qu'il dit à propos de toi. Le deuxième piège que beaucoup de gens font quand ils découvrent le Human Design, c'est de rester au niveau théorique. Donc, quand on commence à s'intéresser au Human Design, il y a généralement deux étapes. Un, on se sent complètement submergé par la quantité d'informations et on se sent perdu sans savoir par où commencer parce qu'il y a vraiment énormément d'informations, différents niveaux
à approfondir, à explorer. Donc, c'est un peu overwhelming, tout cela, c'est normal. Et ensuite, ben, généralement, une fois qu'on passe le moment de wow, c'est beaucoup tout cela, eh bien, on arrive à la deuxième étape où on veut tout explorer en même temps et on commence à accumuler énormément d'informations sur son design, mais on reste au niveau théorique, au niveau d'information et on n'applique pas en fait ce qu'on découvre. Et voilà, ça c'est l'erreur parce que le Human Design, c'est un outil pratique. Le Human Design, ça se vit, ça s'expérimente, ça s'incarne, ça se ressent au niveau de notre corps. Ce n'est pas fait pour rester au niveau théorique. Il faut passer rapidement au niveau pratique, à l'application de ce qu'on lit. Eh bien, OK, je teste dans la pratique, est-ce que ça me correspond, est-ce que ça me correspond pas, est-ce que ça améliore ma vie, mes sentiments, mon énergie ou pas. Et on va comme ça, on teste. Donc voilà, au lieu d'accumuler les informations, les posts, les blogs, les podcasts sur ta charte, eh bien, commence par incarner au quotidien ton type. À observer comment ton énergie fonctionne, ce qui te donne de l'énergie, ce qui t'enlève de l'énergie, à voir comment ta stratégie se présente à toi, où et quand est-ce que tu ressens ton non-soi, ta signature. Et une fois que tu sens que tu es de plus en plus aligné avec ton type, que tu es ton type, si ça résonne avec toi, bien sûr, hein, je répète, ce n'est pas un dogme, tu peux passer ensuite aux prochaines informations, ton autorité, ensuite ton profil, tes centres, mais voilà, à chaque fois que tu passes à un nouveau palier, disons, d'informations, assure-toi de bien mettre en pratique, de bien t'observer et voir si ça fonctionne ou pas pour toi. D'ailleurs, je prépare des workbooks pratiques pour justement t'aider à incarner ton type. Si ça t'intéresse, viens me le dire en commentaire. Quand ils sortiront, je viendrai te dire qu'ils sont sortis. Donc voilà, pour ne pas rater cela, ça va être des guides avec des exercices pratiques à faire chaque semaine pour te réaligner à ton type énergétique. Donc voilà, laisse-moi un commentaire si ça t'intéresse. Aussi hyper important de garder en tête que se reconnecter à son Human Design, se défaire de ses conditionnements, c'est un processus qui demande énormément de temps. D'ailleurs, en Human Design, on dit que ça prend 7 ans après la découverte de son design pour se déconditionner. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire du jour au lendemain en claquant des doigts, ça prend du temps, c'est normal. Et aussi, personnellement, je crois qu'on continue tout au long de notre vie à approfondir notre exploration de qui nous sommes, à nous aligner à qui nous sommes. Donc voilà, même après ces 7 ans, je pense qu'on continue à explorer tout au long de notre vie. Tu vois, par exemple, moi, personnellement, j'ai découvert mon Human Design il y a plus de 5 ans et il y a encore des informations que je comprends au niveau théorique, mais qui n'ont pas encore percuté, tu vois, au niveau concret, pratique, physique, ou qui n'ont percuté que très récemment. Donc, incarner son Human Design, c'est un travail de tous les jours. Il ne faut pas se décourager et voilà, juste continuer à le faire de manière continue. Et le dernier piège que je vois souvent, c'est d'utiliser le Human Design comme une excuse. Donc, comme avec n'importe quel outil de connaissance de soi, ça peut être tentant d'utiliser les informations qu'il y a dans notre charte pour justifier certains de nos comportements ou certains de nos défauts et donc rester dans notre zone de confort et éviter de changer et évoluer. C'est normal, hein, c'est dans la nature humaine d'éviter le changement et de suivre la loi du moindre effort. Mais en le sachant, on peut justement utiliser cette tendance à notre avantage et c'est justement ce que je t'encourage à faire avec ton Human Design. Donc par exemple, au lieu de dire mon centre de l'ego, il n'est pas défini, donc ma motivation est fluctuante, donc c'est ok que je procrastine et que je n'avance pas sur mes projets, utilise plutôt cette information à ton avantage. Tu peux plutôt te dire je sais que mon centre de l'ego n'est pas défini, donc c'est plus difficile pour moi de maintenir ma motivation sur le long terme. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour pallier à ça? Et ainsi être proactive et trouver des solutions à cette tendance que tu as, au lieu de juste te dire, ben moi je suis comme ça, voilà, je ne pourrais pas changer. Donc, de manière concrète, tu peux par exemple décider d'aller travailler dans un endroit avec des gens et utiliser le centre de l'ego défini des gens autour de toi, parce qu'il va toujours y avoir quelqu'un qui a un centre de l'ego défini, par exemple. Donc ça, c'est une façon d'utiliser la motivation, l'énergie de motivation d'un autre centre de l'ego pour toi-même. Tu peux aussi prendre le temps de t'asseoir pour définir une vision et un why, un pourquoi très fort qui te motiveront dans les moments de baisse de motivation. Tu peux te trouver un accountability buddy, donc quelqu'un avec qui tu dis, OK, je veux faire telle chose, et ben, tu vérifies avec lui ou elle que tu
fais ce que tu as dit que tu allais faire pour justement atteindre tes objectifs et garder ta motivation. Tu peux essayer de réduire les frictions qui pourraient te pousser à procrastiner, préparer ton sac pour le gym la veille et le placer à côté de la porte pour le prendre en sortant et aller directement au gym après le travail. Donc comme ça, tu réduis au maximum les frictions et les moments où tu pourrais douter et te dire non, mais au final, je vais pas y aller, tu vois. Tu as le choix, tu as toujours le choix d'utiliser cet outil pour t'aider dans ta croissance personnelle ou pour justifier ton inaction. Le choix, il t'appartient, donc tu peux soit décider de t'enfermer en mode victime, non mais mon human design il me dit ça, donc basta, ou utiliser justement ces informations pour t'améliorer, pour rester dans ta mentalité de victime, ou au contraire, te donner les outils, les pistes d'action pour mettre en place des comportements, des changements qui sont alignés et qui te permettent de vivre la vie que tu désires réellement, de vivre de manière alignée à tes désirs profonds. Tu l'auras donc compris, le Human Design n'est ni une cage dorée, ni une vérité figée à laquelle te plier. C'est un outil, un miroir pour t'aider à voir avec plus de clarté, de douceur et de vérité qui tu es réellement. Mais c'est aussi un chemin, pas une case à cocher. Il s'expérimente pas à pas, il se ressent dans le corps, il se vit dans les détails, dans les moments du quotidien. Donc plutôt que d'en faire un carcan, fais-en un terrain de jeu, un guide que tu consultes quand tu en as besoin, sans jamais lui donner plus d'autorité que ta propre boussole intérieure, évidemment, ce qui défrait complètement le but initial du Human Design. Donc, fais-toi confiance, reste curieuse et surtout, garde la liberté d'être pleinement toi, respecte-toi pleinement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair dans ce système fascinant qu'est le Human Design. Si tu veux apprendre à décoder ta propre charte, découvrir tes forces, tes challenges, ton mode de fonctionnement unique, eh bien réserve ta lecture personnalisée avec moi. Tu vas voir, ça va complètement révolutionner ta vie. Et pense à t'abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont aller plus en profondeur dans les différents éléments du Human Design. Et bien sûr, si tu as des questions par rapport au Human Design, n'hésite pas à venir me les mettre en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'échanger sur le Human Design, d'aider les gens à découvrir cet outil fantastique. Donc voilà, n'hésite pas, viens me laisser un commentaire. En attendant, je te retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt. Ciao!